Le 28 juin 2025, 10 nations ont paraphé un document qui a fait vaciller des écrans boursiers et des certitudes diplomatiques. Au centre de cette onde, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, acclamé par des foules et observé avec prudence par des chancelleries qui calculent déjà les conséquences. Comment un pays enclavé, longtemps classé, dépendant, peut-il soudain reconfigurer des règles écrites ailleurs et rappeler que la légitimité peut naître de l'intérieur? Sous les lumières d'Ouagadougou, une respiration nouvelle s'est installée. Ni triomphe tapageur, ni dénégation, mais le signal d'un déplacement réel. L'aube du 28 juin 2025 n'a pas seulement annoncé une cérémonie, elle a redessiné une carte de légitimité. Pendant que les caméras suivaient les signatures, les économistes mesuraient déjà le glissement des équilibres. Pour le Burkina Faso, la reconnaissance d'Ibrahim Traoré signifiait plus qu'un triomphe politique. C'était la possibilité, rare en Afrique contemporaine, d'écrire une souveraineté sans intermédiaire. Mais derrière les applaudissements, un risque silencieux se profilait, celui de devenir le test vivant d'une indépendance totale. Si la promesse tenait, l'Afrique prouverait que la stabilité peut naître sans tutelle. Si elle échouait, le continent paierait le prix du doute mondial. Les chancelleries, prudentes, observaient, les marchés, nerveux, ajustaient. Le pari du Burkina Faso n'était pas de survivre, mais de démontrer que la confiance peut remplacer la dépendance. Et c'est là que tout commence. Quand un pays mise sur sa propre parole, chaque erreur devient une leçon, chaque succès un précédent. Le 28 juin 2025, à 10 heures précises, sous les plafonds du palais présidentiel d'Ouagadougou, 10 drapeaux se sont alignés. 10 nations ont signé, une après l'autre, un accord de reconnaissance qui allait ébranler le monde. Ce jour-là, l'Afrique n'attendait plus d'approbation, elle se l'accordait. C'est là le premier renversement de logique, presque mathématique. 10 signatures suffisent à inverser 50 ans de dépendance diplomatique. Dans la salle, Ibrahim Traoré restait immobile, vêtu de son uniforme olive. Autour de lui, les diplomates retenaient leur souffle. Dehors, des milliers de citoyens scandaient des chants que les caméras étrangères hésitaient à diffuser. Leurs pancartes, simples et directes, proclamaient « Nous n'avons plus besoin d'autorisation pour exister ». Les marchés financiers, à Londres comme à New York, traduisirent ce geste en courbe. L'or monta de quelques points, les accords d'aide furent suspendus et 14 milliards de dollars de contrats furent réévalués. Un événement local devenait soudain une équation planétaire. Les analystes parlaient de risque, les gouvernements d'imprudence, mais derrière ces termes neutres se cachait une peur ancienne, celle d'un continent décidant sans permission. La phrase de Traoré ce jour-là, « La reconnaissance vient de l'intérieur », résonna comme un axiome politique. Dans les semaines suivantes, les coopératives locales commencèrent à se former, les marchés à s'ajuster et les étudiants à citer son nom dans les amphithéâtres. L'Afrique expérimentait un nouvel angle d'équilibre, non pas le repli, mais la redéfinition. Ce mini-reveal, presque passé inaperçu sous les manchettes occidentales, portait en germe la véritable question. Que se passe-t-il lorsque la stabilité naît de ceux qu'on disait instables ? Dans les jours qui ont suivi, le nom d'Ibrahim Traoré s'est détaché des discours pour s'incarner dans des visages. À Bobo Dioulasso, une institutrice racontait à ses élèves que la signature du 28 juin signifiait pour eux le droit d'enseigner leur propre histoire. À Kaya, un vieux mineur montrait à la caméra la première fiche de paye issue d'une raffinerie désormais publique. « Ce papier, c'est notre drapeau », disait-il simplement. Ces fragments de vie formaient la contrepartie humaine d'un séisme politique. Là où les experts voyaient un risque de repli, les habitants percevaient une libération lente, presque administrative, moins d'accords signés à l'étranger, mais davantage de décisions locales. Le changement paraissait ordinaire, mais il s'imprimait dans la routine, salaires réguliers, écoles rénovées, taxes redistribuées. Dans les capitales voisines, les radios diffusaient les discours de Traoré comme des récits fondateurs. À Bamako et Niamey, les jeunes leaders s'en inspiraient pour rédiger leur propre charte de souveraineté. La contagion n'était pas militaire, elle était narrative.
Et dans cette narration, Traoré devenait le guide involontaire d'une Afrique qui se regarde enfin sans filtre. Son influence ne passait pas par les frontières, mais par les conversations. Chaque phrase prononcée à Ouagadougou faisait écho jusqu'au marché de Lagos ou au campus de Dakar. Ce n'était pas un culte, c'était une coordination symbolique. Une manière de dire « nous aussi, nous existons par choix ». En arrière-plan, la question restait suspendue. Si la légitimité peut naître d'en bas, que vaut encore la permission d'en haut? Le déclencheur fut clair. Ibrahim Traoré monta sur le podium ce 28 juin 2025, uniforme sobre, regard fixe. Sa voix ne cherchait ni le tonnerre ni la colère. Elle portait la densité d'une certitude. Pendant trop longtemps, on nous a dit que la reconnaissance vient de l'extérieur. Aujourd'hui, elle vient de l'intérieur. Une phrase, 3 secondes, et un demi-siècle de hiérarchie diplomatique se fissura. Dans la grande salle, les ambassadeurs hésitèrent avant d'applaudir. Dehors, la foule éclata en chant, les tambours d'Ouagadougou couvrant les sirènes de sécurité. Les caméras étrangères captèrent la liesse. Les rédactions titrèrent déjà « Un soldat défie l'Occident ». Mais pour le peuple burkinabé, il ne s'agissait pas de défi. C'était un redressement moral. Dans les heures qui suivirent, les réactions se succédèrent. À Paris, un communiqué prudent parla d'évolution inattendue. À Washington, les analystes calculaient la contagion possible dans le Sahel. À Moscou, un simple mot circula, intéressant. Pendant ce temps, dans les marchés de Londres, le prix de l'or gagna 0,4%. 14 milliards de dollars d'accords furent suspendus. Les diplomates comprirent que l'effet de Traoré n'était pas symbolique. Il était arithmétique. Puis vint le climax. Les rues de Ouagadougou se transformèrent en un immense festival improvisé. Des étudiants dansaient autour des drapeaux. Des enfants peignaient le visage du président sur les murs. Des mots nouveaux circulaient. Micro-souveraineté. Indépendance active. En Europe, les experts débattaient révolution populiste ou renaissance régionale. Mais chaque fois que le débat se crispait, une donnée le démentait. Dans les 3 mois, plus de 200 millions de dollars de réinvestissement communautaire furent enregistrés. La rémanence s'installa ensuite, plus discrète. Les coopératives se multiplièrent, les agriculteurs mutualisèrent leurs outils, les ingénieurs lancèrent des micro-réseaux solaires, les élites occidentales virent un isolement, les habitants y lisaient une correction. Les journaux titraient « L'Afrique glisse », mais sur le terrain, le glissement allait vers la responsabilité. 3 mois plus tard, Traoré revint sur le devant de la scène lors d'une conférence régionale. Son discours tenait en 10 minutes. Il ne promit pas de miracle, il exigea la constance. Et cette constance fit plus que les sanctions, plus que les alliances. Elle installa une conviction. La légitimité n'a pas besoin de visa. Le lendemain, dans les couloirs des chancelleries, on murmurait « Le monde vient peut-être de changer d'axe ». Mais à Ouagadougou, personne ne célébrait. Le pays s'était remis au travail. Car pour Ibrahim Traoré, le triomphe ne résidait pas dans l'instant, mais dans la suite. Le contraste est net. Avant juin 2025, la croissance du Burkina Faso stagnait à 1,8%, freinée par la dépendance extérieure. 3 mois après la reconnaissance, elle atteignait près de 5%, malgré les sanctions. C'est le baseline, delta de l'histoire. Ce qui devait s'effondrer s'est redressé. Le premier indicateur tangible fut budgétaire. Les recettes internes augmentèrent de 18 milliards de dollars en un trimestre, résultat direct de la nationalisation des ressources minières. Ce chiffre isolé ne dit pas tout, il signale surtout un retournement du flux. L'argent, jadis exporté, commençait à circuler sur place. Les écoles rouvrirent, les cliniques furent réapprovisionnées et les infrastructures hydrauliques reprirent vie. Les analystes internationaux, sceptiques, durent reconnaître une cohérence. La croissance provenait de l'intérieur. Deuxième indicateur, la dynamique commerciale. Malgré la suspension de 480 millions de dollars d'aide européenne, 10 nouveaux accords furent signés en Afrique et en Asie. Les exportations minières furent réévaluées, les contrats énergétiques renégociés sans intermédiaire. Les courbes de change restèrent stables. La monnaie nationale ne perdit presque rien de sa valeur. L'économie, au lieu de se contracter, se recomposa. Moins de dépendance, plus de diversification. Troisième indicateur, la réaction extérieure. Les think tanks occidentaux publièrent des rapports évoquant un syndrome de souveraineté du Sahel.
Pourtant, les chiffres de l'emploi rural grimpaient, les investissements locaux suivaient la même pente. Les chaînes de télévision tentaient de cadrer la réalité sous l'angle du risque, mais les graphiques contredisaient leurs titres. Et dans ce décalage, l'effet Traoré prenait sa pleine mesure, une idéologie traduite en statistiques. Lorsqu'Ibrahim Traoré prit la parole à l'Assemblée générale des Nations unies, les économistes écoutaient plus que les diplomates. « Un bulletin ne signifie rien si votre budget appartient à un autre », déclara-t-il. Cette phrase, reprise par des centaines de journaux, résumait en 15 mots un semestre de transformation mesurable. Ce n'était plus un récit symbolique, mais une équation politique. La démocratie et la souveraineté économique x participation populaire. Les chiffres furent débattus, contestés, mais jamais effacés. Les graphiques de la Banque mondiale montraient un écart croissant entre le discours de risque et la stabilité réelle. Les chercheurs africains appelèrent cela le paradoxe du Burkina. Plus on lui retire d'aide, plus sa résilience augmente. Et dans cette inversion, le récit trouva sa base empirique. Les données ne mentent pas. Ce pays de 20 millions d'habitants venait de prouver qu'un modèle sans créancier n'est pas un mirage. Ibrahim Traoré, en homme de terrain, sut transformer des bilans comptables en preuves de dignité. Pour la première fois depuis des décennies, les colonnes d'un budget devenaient un manifeste. Les critiques ne manquèrent pas. Pour certains économistes occidentaux, l'expérience du Burkina Faso relevait d'une illusion de courte durée, un rebond dû au hasard, pas à la méthode. Ils invoquaient la dépendance structurelle, la faiblesse institutionnelle et l'isolement international. Leur raisonnement semblait imparable. Aucun État enclavé ne peut croître durablement en tournant le dos à ses bailleurs. Mais les défenseurs du modèle, eux aussi experts, apportèrent une autre lecture. Ils rappelaient que depuis 20 ans, les politiques d'ajustement n'avaient produit ni stabilité ni souveraineté, que l'aide avait parfois neutralisé l'innovation, et que pour la première fois, un pays africain testait la possibilité d'un équilibre interne sans assistance. Leur thèse n'était pas romantique. Elle s'appuyait sur les chiffres, sur la cohérence observée entre revenus, production et confiance. Entre ces deux pôles, Ibrahim Traoré choisit une ligne de crête. Il ne nia ni la difficulté ni les risques, mais refusa la dépendance comme condition de progrès. Dans une interview à la télévision nationale, il déclara « Si défendre notre souveraineté fait de nous des ennemis, alors peut-être que l'amitié n'était qu'une transaction. » Cette phrase devenue slogan révélait la clé du débat. La dignité n'est pas un concept économique. Les semaines suivantes confirmèrent la tension. Des rapports financiers alertaient sur des cyberattaques, des pressions diplomatiques et la baisse des notations internationales. Mais chaque menace semblait se heurter à la même donnée. La stabilité interne tenait. Le pays n'avait pas plongé dans le chaos annoncé. La réfutation, silencieuse mais puissante, se lisait dans la continuité. Pas de fuite massive de capitaux, pas de panique bancaire, pas d'émeute de faim. Les courbes, froides et précises, démentaient la peur. Et c'est peut-être là que résidait le vrai Stillman de l'argument Traoré. Prouver que le pire n'arrive pas toujours quand on dit non, un silence plus fort que le bruit. C'est ainsi que les diplomates décrivirent la scène quand Ibrahim Traoré entra à la tribune de l'ONU. Pas d'effet, pas d'emphase, une parole nue. La démocratie ne peut exister sous occupation économique. La salle, un instant, retint son souffle. Ce fut le moment charnière. L'histoire cessait d'être nationale pour devenir un miroir. Les gouvernements occidentaux parlèrent de provocation, mais les universités africaines y virent un manifeste. L'idée circulait déjà sur les campus, peinte sur les murs. La reconnaissance vient de l'intérieur. L'effet fut double. À l'extérieur, un frisson géopolitique. L'alignement traditionnel vacillait. À l'intérieur, un calme étrange, celui des pays qui savent qu'ils n'ont plus d'excuses. Les médias du Nord y virent un défi, ceux du Sud, un diagnostic. Le midpoint n'était pas un tournant spectaculaire. C'était un glissement, d'une revendication politique vers une philosophie pratique. Le Burkina Faso cessait de plaider, il démontrait. Et dans cette démonstration, Traoré cessa d'être un nom, il devint une variable du réel. Les effets de la révolution silencieuse se sont matérialisés d'abord dans les institutions. Le ministère des Finances, autrefois saturé de conseillers étrangers, fut restructuré.
80% des postes clés confiés à des cadres locaux formés dans le pays. Les réunions se tenaient en mouré et en français, un symbole discret mais profond. La transparence devint une exigence politique, un conseil anticorruption, composé majoritairement de membres civils, publia ses premiers audits trimestriels. Les diplomates parlaient d'expérimentation, les habitants de responsabilité. Sur le plan économique, les signaux furent plus nets. Les coopératives minières, réouvertes sous gestion publique, versèrent leurs premiers dividendes dans les caisses locales. Les revenus agricoles, longtemps stagnants, augmentèrent de 12% en un semestre. Les importations d'aliments de base chutèrent, compensées par une production nationale renforcée. L'État, désormais maître de son budget, rédigea pour la première fois un plan quinquennal sans consultation du FMI. Cette indépendance fiscale, jugée risquée à l'étranger, renforça la confiance interne. Le troisième champ fut social. Dans les villes, les jeunes diplômés trouvèrent du travail dans les programmes d'énergie solaire et les médias communautaires. Les écoles introduisirent un nouveau cours, Burkina d'abord, centré sur l'histoire africaine écrite par des Africains. Les cliniques rurales, réouvertes grâce à la fiscalité minière, devinrent des symboles tangibles du dividende Traoré. Les débats radiophoniques, autrefois limités à la politique extérieure, portaient désormais sur la gestion locale, la sécurité alimentaire, la culture. Au niveau régional, la répercussion fut immédiate. Le Mali, le Niger et la Guinée rejoignirent le pacte du Sahel, un cadre de coopération sécuritaire et économique. Les échanges intrarégionaux augmentèrent de 27% selon les observateurs. Les jeunes mouvements civiques y virent la naissance d'une diplomatie horizontale, libérée des hiérarchies d'antan. Pour les chancelleries européennes, c'était un effet contagion. Pour les universités africaines, une synchronisation naturelle. Au centre de ces transformations, Ibrahim Traoré restait constant, parfois invisible, toujours cité. Ses apparitions publiques devinrent rares, ses discours plus courts, mais chaque mot pesé trouvait son écho dans la presse locale. Il répétait souvent « Le courage, ce n'est pas de crier, c'est de durer ». Et cette endurance se lisait désormais dans les chiffres, les visages et les budgets. Le Burkina Faso, sans effusion ni rupture, avait transformé la rhétorique en rendement. Les analystes s'accordent, l'expérience du Burkina Faso est entrée dans sa phase d'épreuve. Les 12 prochains mois décideront si le modèle Traoré devient un précédent ou un avertissement. 3 scénarios dominent les projections. Dans le premier scénario, la consolidation se veut mesurée. Le gouvernement maintient une croissance autour de 4,5%, stabilise la monnaie et sécurise les exportations régionales. Les institutions locales s'enracinent, les alliances africaines se renforcent et les tensions internationales se stabilisent dans un équilibre froid. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré poursuit sa politique de transparence, tout en institutionnalisant la décentralisation économique. Le pays devient un laboratoire crédible d'autonomie progressive. Dans une version plus optimiste, l'expansion prend une dimension régionale. Les pays du Sahel adoptent le modèle burkinabé comme feuille de route commune. Les investissements asiatiques s'accélèrent, les infrastructures solaires doublent leur capacité et la coopération interafricaine se digitalise. La croissance atteint 6%, l'influence du FMI décline et la diplomatie sud-sud s'impose comme alternative stratégique. Dans ce scénario, le Burkina Faso n'est plus un symbole isolé. Il devient le pivot d'un ordre africain multipolaire. Enfin, dans le scénario plus sombre, la pression et la fatigue dominent, les sanctions se durcissent, les flux commerciaux ralentissent, la monnaie subit une érosion progressive. Le mécontentement social monte, amplifié par des campagnes de désinformation. Les alliances régionales peinent à répondre à la pression internationale. L'élan s'essouffle et le projet d'autonomie risque d'être perçu comme un isolement. Entre ces trajectoires, la variable décisive reste la même, la cohérence entre discours et données. Comme le répète Traoré, l'indépendance ne se mesure pas au ton des discours, mais à la santé des bilans. Pour les observateurs, la clé réside dans la capacité à institutionnaliser la méthode avant qu'elle ne se personnifie. Autrement dit, transformer une volonté politique en culture d'État. Au-delà des bilans et des chiffres, l'histoire d'Ibrahim Traoré a touché les gens là où les statistiques ne vont pas, dans la perception de soi.
dans les villages du Sahel, les radios communautaires diffusent ces discours comme des récits d'émancipation. Les enseignants demandent aux élèves d'écrire ce que signifie souveraineté dans leur propre langue. Et dans les marchés de Ouagadougou, les discussions ne tournent plus autour de l'aide extérieure, mais de la fierté d'avoir résisté aux pronostics. Pour beaucoup, ce mouvement n'est pas idéologique, mais intime. Les jeunes y voient la preuve qu'un leadership peut naître sans permission. Les anciens, eux, y retrouvent un écho du courage des années Sankara. La dignité par le travail collectif. Les femmes des coopératives rurales racontent qu'elles vendent leurs produits à notre prix, pas à celui des autres. La souveraineté, ici, s'apprend en vendant des tomates, pas en signant des traités. Ce changement de regard modifie la relation entre citoyens et pouvoir. On ne parle plus de l'État, mais de notre État. Les médias locaux, désormais indépendants, relaient des enquêtes sur la transparence budgétaire, preuve qu'une liberté défendue commence par la vérité dite. Les musiciens, les poètes, les cinéastes traduisent ce moment en culture, un continent qui s'écoute à nouveau. Ibrahim Traoré, lui, apparaît rarement. Mais chaque fois qu'il le fait, sa voix conserve la même retenue. « Ne m'imitez pas, dit-il. Corrigez-moi. » C'est peut-être la phrase la plus révolutionnaire du mouvement. Faire de la critique non pas une trahison, mais une fidélité à la vérité. Pour que le modèle survive à son créateur, il faut le transformer en méthode. Ibrahim Traoré l'a souvent répété, une idée sans structure devient un souvenir. C'est pourquoi, depuis fin 2025, le Burkina Faso a engagé une feuille de route articulée en 5 étapes concrètes. D'abord, il s'agit d'institutionnaliser la transparence. Chaque ministère doit publier, tous les 90 jours, ses dépenses détaillées et ses résultats mesurables. L'indicateur clé, réduction de 20% des écarts entre budget prévu et exécuté. Ensuite, la production doit être décentralisée. Les régions reçoivent la gestion directe de 40% des revenus miniers. Les conseils communautaires décident des priorités locales, validées par un audit national indépendant. Puis vient la nécessité de stabiliser la monnaie interne. Création d'un fonds souverain du Sahel, alimenté par les excédents d'or et d'énergie. Objectif, couvrir 3 mois d'importations essentielles sans assistance extérieure. Un autre pilier consiste à former pour mieux gouverner. Un programme national, Jeunes cadres du Sahel, forme chaque année 500 administrateurs publics à la gouvernance locale et numérique. La première cohorte sortira mi-2026. Enfin, il faut ancrer la diplomatie régionale. Le pacte du Sahel devient un organe permanent, doté d'un secrétariat commun et d'un mécanisme d'arbitrage africain. Cette architecture doit garantir que la souveraineté devienne coopérative, non isolée. Ces mesures ne promettent pas la perfection, mais la continuité. Elles traduisent une conviction simple. La liberté ne se défend pas par des slogans, mais par des échéances. Et dans ce calendrier, le nom de Traoré sert moins à inspirer qu'à rappeler la rigueur du commencement. À Bobo Dioulasso, l'institutrice qui montrait jadis à ses élèves la photo d'Ibrahim Traoré garde maintenant sur son bureau un petit drapeau cousu main. Elle dit à ses enfants « Ce n'est pas un souvenir, c'est un engagement ». Cette même phrase répétée dans les écoles et les marchés est devenue le fil discret d'un pays qui s'apprend à nouveau. Dans les rues d'Ouagadougou, les fresques murales s'effacent un peu, mais les regards demeurent. Les chansons issues des coopératives agricoles parlent moins de colère que de continuité. La révolution n'est plus un cri, c'est un rythme régulier, celui d'un peuple qui travaille. Ibrahim Traoré, souvent silencieux, sait que les symboles s'usent s'ils ne se transforment pas. C'est pourquoi il insiste sur l'essentiel. L'histoire n'appartient pas à celui qui parle, mais à celui qui persiste. 12 mots, une boussole. Quand le soir tombe sur le Sahel, les tambours ne célèbrent plus une victoire. Ils mesurent le temps qu'il reste pour mériter cette indépendance retrouvée. Le calme n'est pas une fin, c'est la preuve qu'un pays respire. L'histoire du Burkina Faso n'est pas close. Elle continue dans les gestes simples, une graine plantée, un mot partagé, un budget voté sans tuteur. Chaque acte répète, à sa manière, la phrase d'Ibrahim Traoré. La reconnaissance vient de l'intérieur. Ce message n'appartient pas à un seul peuple. Il interpelle ceux qui, à des milliers de kilomètres, doutent encore que la liberté puisse être locale.
Parce que la souveraineté n'est pas un privilège, mais une discipline quotidienne. Elle se cultive dans les institutions, mais aussi dans les consciences. Si cette histoire trouve un écho, c'est peut-être qu'elle dépasse le Sahel. Elle parle à tous ceux qui refusent la résignation et qui croient qu'une nation, même petite, peut porter un principe universel, celui du choix. Le monde observe, mais le monde apprend-il ? Car si la légitimité ne s'importe plus, il nous reste à décider ce que nous en ferons. Alors, en regardant vers Ouagadougou, posons la seule question qui compte. Quand cesserons-nous, nous aussi, de demander la permission d'exister ?